Allez, je propose de commencer. Donc, bonjour à tous, une nouvelle fois. Bienvenue pour cette troisième séance de mathématiques biostatistiques en vue donc de l'année prochaine, en espérant que les programmes s'affichent enfin correctement une bonne fois pour toutes. Alors, au programme d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder trois notions. C'est encore un programme assez riche et on est quand même tranquille. Il faut que les choses soient claires. Moi, je suis ambitieux à votre place, c'est un fait, mais il faut qu'on reste dans le côté de la découverte tout en ayant une notion de plaisir. Si on ne l'a pas ici, je ne vois pas quand est-ce que vous l'aurez, ça serait dommage et dommageable. Donc, trois notions au programme, trois notions ambitieuses, mais on va à notre rythme, d'accord? On va à notre rythme. On verra de quoi il retourne au fur et à mesure, et si la troisième notion doit être reportée à la dernière séance de la semaine prochaine, eh bien, ça sera le cas. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, trois notions, trois petites notions, une notion de mathématiques, d'accord? Cette notion de mathématiques, elle est là pour vous rappeler que même dans la partie mathématique qui est très touffue, vous avez un certain nombre de notions qui sont faciles à travailler en un temps limité et qui sont donc efficaces. Ces notions-là, il faut les recenser. Alors, on en a vu par exemple la dernière fois avec l'intégration numérique, d'accord, qui est quand même beaucoup plus facile que l'intégration par partie ou même l'intégration par primitive directe, selon votre connaissance du tableau des primitives. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder la notion de division euclidienne de polynômes. Donc, on va un petit peu partager cet écran correctement et je vais faire en sorte que on n'ait pas le même problème que la dernière fois. Voilà, vous me dites s'il y a un souci. Je pense qu'on est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super, Oui. parfait. Merci beaucoup de votre réponse. Au passage, comme je l'ai dit, on va aller sur des notions un petit peu plus parfois techniques, d'accord, un peu plus approfondies aussi un petit peu. N'hésitez pas à intervenir davantage que les fois précédentes, d'accord? Franchement, n'hésitez pas, il faut poser des questions. Alors, nous allons aborder la notion de division euclidienne de polynômes. Dans un premier temps, je vais me permettre de faire un petit rappel concernant les divisions que vous avez rencontrées au cours de votre scolarité. Même si vous êtes en S et que les choses sont plus ou moins au point, ça mérite quand même un petit debriefing. D'abord, premièrement, écoutez, si je prends par exemple la division de 17 par 4, donc normalement vous devriez voir ce que je suis en train d'écrire, d'accord, même si c'est sur une petite partie d'écran, eh bien, on sait que, on va regarder combien de fois 4 rentre dans 17. Alors, en général, vous marquez 4, d'accord, puis il va rester 1, et ensuite, vous avez appris à faire ce qu'on appelle des divisions décimales, c'est-à-dire que vous avez rajouté un 0, une virgule, et on continue ainsi de suite, donc on obtiendra à la fin 4,25. Ça, ce sont des divisions décimales, et concernant les divisions décimales, sans rentrer dans les détails, je vous rappelle qu'il existe des divisions décimales illimitées, parfois périodiques, parfois non périodiques, ce qui ouvre la porte à ce qu'on appelle les nombres rationnels et les nombres réels. Nous, on va se limiter aux divisions entières. Alors, concernant les divisions entières, eh bien, si je reprends la division de 17 par 4, donc là, on remonte assez loin, d'accord? Ça remonte quoi? Au CM1 peut-être? Quelque chose dans ce genre-là, d'accord? Donc, si on s'intéresse aux divisions entières, eh bien, nous allons avoir, bon, j'ai supprimé une partie des nombres, mais ce n'est pas grave, d'accord? Ça me permet de mieux écrire. Ça nous permet de voir qu'il y a plusieurs divisions entières. Et ça, vous ne le savez pas. C'est-à-dire que lorsque je fais la division de 17 par 4, vous avez tous vu la division qui consiste à savoir combien de fois 4 au mieux rentre dans 17, à savoir 4. D'accord? Au passage, vous l'avez posé en CM1, CM2 de la façon suivante. Vous avez effectué la multiplication de 4 par 4 qui fait 16 et vous l'avez écrit à gauche de la potence en faisant une soustraction, ce qui permettait d'obtenir 1, d'accord? Et là, votre division se terminait. Alors, sachez qu'en réalité, il existe une infinité de divisions entières. Par exemple, je peux très bien diviser 17 par 4, et bizarrement, je vais dire que, je ne sais pas moi, 1 fois 4 dans 17, mais du coup, il va rester 13. Et je pourrais très bien m'amuser avec 2 fois 4, 3 fois 4, mais y compris avec 10 fois 4 avec des nombres négatifs. Par exemple, 17, c'est 10 fois 4, moins 23. Donc, en fait, des divisions entières, il en existe une infinité. Mais en revanche, celle que vous avez apprise à l'école élémentaire, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce qu'elle a un caractère d'unicité. Elle a un caractère qui est particulièrement intéressant
à savoir que son reste est strictement inférieur au diviseur. D'accord? 1 est strictement inférieur à 4. Et du coup, vous aviez vu à ce moment-là qu'il pouvait y avoir 4 restes possibles, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. C'est cette division-là qui porte le nom de division euclidienne. Euclide, mathématicien datant du 300 ans avant Jésus-Christ, d'accord, dont on ne connaît absolument rien. Il y a même des hypothèses qui émettent le fait que ce serait une école de mathématiciens, un collectif de mathématiciens. On n'en sait rien, on n'en sait rien. La seule chose qu'on a de lui, c'est qu'il a écrit un monument, un livre absolument remarquable qui a recensé tout ce qu'on pouvait savoir avant sur la géométrie, plus tout ce que lui a créé, et c'est un livre qui s'appelle les éléments d'Euclide. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Et nous allons exporter cette technique dans le cadre de la division de polynômes. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible en travaillant avec ce qu'on appelle les monômes de plus haut degré. Normalement, dans votre scolarité, vous avez peut-être rencontré la notion de monôme de plus haut degré, notamment lorsque vous avez fait les limites en plus infini ou moins l'infini de fonctions polynômes, de fonctions rationnelles. Je dis bien peut-être, parce que ça dépend en fait si votre prof est un peu vieux jeu ou pas, ou si votre prof respecte les programmes ou pas. Mais normalement, la notion de monôme de plus haut degré est une notion qui devrait vous être familière. C'est celle que j'évoque dans le cours que vous avez reçu cette semaine. Donc, je rappelle rapidement qu'on a un dividende, c'est le polynôme que l'on souhaite diviser. Le diviseur, c'est le polynôme par lequel on va diviser. Et puis ensuite, on va obtenir ce qu'on appelle le quotient et le reste que j'ai évoqué tout à l'heure lors de ma petite présentation avec la division euclidienne des nombres entiers. Donc, du coup, je raisonne au départ par monôme de plus haut degré. Dans le polynôme 4x carré moins 2x plus 5, le polynôme de plus haut degré, le monôme de plus haut degré, c'est 4x carré. Dans 2x plus 3, le monôme de plus haut degré, c'est 2x. Et là, on s'interroge. Combien de fois y a-t-il 2x dans 4x carré? Et je répète, combien de fois y a-t-il 2x dans 4x carré? Et là, il faut connaître un petit peu ses puissances. Et on se rend compte que 2x multiplié par 2x, eh bien, ça fait 4x carré. Autrement dit, à la question « Combien de fois y a-t-il 2x dans 4x carré ?» Eh bien, il y en a 2x. C'est le 2x que j'ai entouré en rouge du quotient. Donc, à ce stade-là, il n'y a que le 2x du quotient qui apparaît. Et j'effectue la même opération qu'à l'école élémentaire. Je multiplie le diviseur 2x plus 3 par 2x, ce qui fait 4x au carré plus 6x. Vous le voyez apparaître ici, à cette ligne-là. Et comme à l'école élémentaire, je mets un moins devant et j'effectue une soustraction. Du coup, 4x au carré moins 4x carré, les termes du second degré s'éliminent. Moins 2x moins 6x, pas d'erreur s'il vous plaît sur les calculs de nombres relatifs, ça fait moins 8x. Et il reste un plus 5 qui traîne. Nous avons donc, dans un premier temps, effectué cette première étape de division à l'aide du facteur 2x. Et à partir de maintenant, je recommence l'opération. Je considère maintenant moins 8x que j'entoure en orange et je me demande combien de fois 2x rentre dans moins 8x. Le 2x du diviseur, bien entendu, hein, d'accord? Combien de fois 2x rentre dans moins 8x? La réponse devrait être un petit peu plus facile encore que tout à l'heure. Elle est ici, elle est affichée, c'est moins 4. C'est moins 4. Et donc, comme à l'école élémentaire, je vais multiplier le diviseur par moins 4 et faire la soustraction. Moins 4 fois 2x, ça fait moins 8x. Je change de couleur et ça apparaîtra cette fois-ci ici, juste avant la dernière étape. Hop là, ici. Et ensuite, moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Et je fais la soustraction de ceci. Moins 8x moins 8x, bah, ça fait moins 8x plus 8x, les x disparaissent. Et 5 moins 12, ça fait 17. Ça fait 5 plus 12. 17 sera le reste. Autrement dit, la division euclidienne du polynôme 4x carré moins 2x plus 5 par le polynôme 2x plus 3 s'écrit. C'est encadré ici. Hop là, la voilà. 4x au carré moins 2x plus 5 égale 2x plus 3 facteur de 2x moins 4 plus 17. Voilà comment s'écrit cette division polynomiale.
Alors, ça peut être incroyable qu'on évoque ce genre de choses comme ça en passesse, et c'est toute l'idéologie de la partie maths qui, comme je vous l'ai expliqué, est complètement abracadabrante. Parce que quand on fait une notion en mathématiques, la question c'est quelle est la raison d'être? Moi, si je travaille sur le logarithme et l'exponentielle, je peux comprendre, notamment avec le papier logarithmique, par exemple, qu'on avait introduit lors de séances précédentes, avant ces petites séances qu'on a rajoutées là, eh bien, on peut comprendre qu'on va étudier des croissances exponentielles de bactéries, par exemple. Ça, on peut le comprendre. On peut comprendre qu'en pharmacie, en pharmacologie, il y ait une application plus ou moins directe à cette étude-là, puisqu'on va étudier la croissance ou la décroissance d'organismes microbiologiques. Mais la division polynomiale, on se dit, mais à quoi donc cela peut-il bien servir? Et là, c'est pas clair hein, dans le polycopier de votre prof, donc c'est moi qui vous apporte cette réponse. En fait, une fois de plus, c'est une technique qui va nous rendre service dans certains cas particuliers du calcul intégral. Il faut partir du postulat que le calcul intégral sera fondamental. Il sera fondamental pour les scientifiques qui voudront travailler avec les mathématiques à haut niveau. Et donc, l'étape numéro 1, c'est je connais mon tableau des primitives de première année. Et l'étape numéro 2, c'est j'apprends de nouvelles techniques. Alors, nous avions vu il y a un mois et demi, des techniques concernant l'intégration par changement de variable ou l'intégration par partie, d'accord? Eh bien, la division euclidienne intervient dans une technique de calcul d'intégrale avec ce qu'on appelle des fractions rationnelles, avec des quotients de polynômes. Et donc, je vous en ai donné un exemple. Je vous en donne un exemple ici. Application en calcul intégral. Donc ça, c'est plus pour votre culture qu'autre chose. Hein, mais voilà, c'est l'origine du pourquoi la division euclidienne dans ce fameux tome 2 de maths, eh bien, il est là. Donc, admettons que l'on veuille intégrer la fraction rationnelle 4x carré moins 2x plus 5 sur 2x plus 3. Vous ne savez pas le faire. Ne cherchez pas à comprendre, vous ne saurez pas le faire. Le U sur V, c'est compliqué parce que la dérivée de U sur V, c'est U' V moins d'U sur V carré. Vous ne saurez pas le faire directement. La technique principale réside dans la division euclidienne du polynôme du numérateur par le polynôme du dénominateur, parce que le degré du numérateur est supérieur strictement au degré du dénominateur. Donc, j'utilise le résultat de la question d'avant, j'utilise le résultat de notre travail d'avant, et donc, 4x carré moins 2x plus 5, je le remplace par 2x plus 3, facteur de 2x moins 4, plus 17, le tout sur 2x plus 3. Alors, je vous rappelle que, parce que ça aussi, ça dépend de vos maîtrises de calcul, hein, que lorsque vous avez A plus B, le tout sur C, je vous rappelle que ça revient à dire qu'on a A sur C plus B sur C. Ça veut dire que le premier terme est divisé par le dénominateur, mais il ne faut pas oublier que le deuxième terme aussi l'est. Il y a beaucoup de confusion avec les techniques de multiplication hein, au niveau des fractions. Donc, du coup, ici, on va avoir ce premier terme-là qui va être divisé par 2x plus 3. Là, vous voyez où je veux en venir. Il y a un 2x plus 3 en haut et en bas, donc il va y avoir simplification. Mais il va y avoir également le plus 17 qui va être lui aussi divisé par 2x plus 3, qu'il ne faudra pas oublier. C'est la raison pour laquelle on obtient intégrale de... Ah oui, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais ce symbole sans les bornes, d'accord, en post-bac, ça revient à dire primitive. D'accord? Donc, primitive intégrale, même combat. Voilà. J'ai juste à rajouter des bornes si je veux faire un calcul d'intégrale. Et donc, du coup, on obtient primitive de 2x moins 4, puisque le 2x plus 3 a été simplifié en haut et en bas. Mais il ne faut pas oublier qu'il nous reste le fameux plus b sur c, plus 17 sur 2x plus 3. Et ça, eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, on sait parfaitement le faire. On sait parfaitement le faire parce que intégrale de 2x, bah, c'est x carré, formule des primitives. L'intégrale primitive de moins 4, c'est moins 4x, d'accord? Et si vous regardez bien ensuite 17 sur 2x plus 3, c'est la formule prime sur U, un coefficient près. On est sur du ln de quelque chose. Et donc, je vous invite à lire la fin de mon calcul. Et en fait, la technique donc, de division polynomiale, de division euclidienne polynomiale, nous a permis ici de pouvoir faire un calcul de primitive qui n'était pas accessible avec le niveau de terminal S. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce que j'appelle la raison d'être d'une notion mathématique. À quoi sert-elle, bon sang de bonsoir? Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à la prendre en compte, à la considérer, à passer du temps dessus, si je ne sais pas à quoi elle sert? Bon, ça reste une raison un petit peu pas étrange. Le calcul intégral est quelque chose de très, très intéressant et important. Mais on est d'accord, hein, on va être plus intéressé par la notion de thèse-hypothèse que vous verrez l'année prochaine vraisemblablement, ou par la notion
de probabilité avec les variables aléatoires qui sont perpétuellement utilisées plutôt que la notion de calcul intégral qui va être quand même un petit peu plus intimiste. On peut le supposer. Voilà, on peut supposer que quand il y aura des laboratoires, alors ça c'est véridique ce que je vous raconte, mais quand il y aura des laboratoires qui vont vouloir travailler sur des protocoles plus mathématiques, et bien en fait c'est très simple, ils font un regroupement de chercheurs tout simplement, et donc vous allez avoir des médecins qui vont s'allier à des professeurs de mathématiques d'université pour pouvoir faire leurs recherches. Donc c'est le cas. Moi j'ai un ami qui travaille avec un des plus grands pontes français en oncologie. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils développent des modèles mathématiques. Et donc, ce collègue que j'ai, bon, il a un niveau mathématique très élevé et puis il s'est amusé à passer le concours de médecine pour se faire plaisir. Donc, il est médecin aussi. Et il travaille avec le plus grand ponte français. Soyons francs, c'est véridique. Je ne donnerai pas les noms, mais c'est véridique. Il travaille avec le plus grand ponte français en oncologie, quelqu'un qui était sur l'hôpital Nord et qui a été nommé il y a 6 mois à Paris pour aller filer un coup de pouce à l'équivalent de Paoli Calmette à Paris. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, bref, revenons à nos moutons, et donc on va maintenant travailler cette division euclidienne polynomiale. Donc, hop là. On va jeter un coup d'œil sur les énoncés que je vous ai proposés. Voilà, premier énoncé. Alors, revenons sur les techniques de QCM, d'accord, de réponse de questionnaires à choix multiples. Revenons sur des considérations beaucoup plus scolaires. Et je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de vous le dire à vous, groupe restreint, ou si je l'ai dit aux autres auparavant, mais quand vous travaillez sur des QCM, vous avez des techniques scolaires permettant de faire des QCM. Et donc, vous avez différentes techniques. Et la technique principale utilisée par les élèves et les étudiants, et pas forcément la plus intéressante, c'est le fait de résoudre la question. Pourquoi ce n'est pas forcément la plus intéressante? Parce que parfois, vous avez un petit exercice qui doit être fait en 1 minute 30, d'accord, dans les conditions actuelles de passage du concours. Et 1:30, ce n'est pas forcément si simple que ça. Alors qu'en fait, il existe d'autres techniques, dont une qui est très réputée, qui est la technique du backsolving, qui consiste à considérer les réponses et à voir celles qui sont à exclure immédiatement. Ça fait gagner un temps fou au niveau de la résolution des QCM. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées dans des QCM comme les vôtres ou dans des QCM à Bac plus 3, Bac plus 2, avec le tâche 2, le tâche nage, enfin ce genre de choses-là. Alors ici, on ne va pas du tout raisonner par backsolving parce qu'en réalité, on voit qu'il y a plusieurs réponses possibles. On pourrait se dire, tiens, on va tester, on va faire P2 fois Q plus R pour voir si ça fait P1 ou quoi. Ce n'est pas la bonne méthode parce qu'on voit qu'on a un risque de faire jusqu'à 4 calculs. Et donc ici, la bonne méthode consiste à faire directement la division euclidienne le plus vite possible. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, je suis désolé parce que la gestion de l'écran n'est pas la même que celle de ma classe virtuelle, bien sûr. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'ajuster un petit truc ou quoi pour être tranquille. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on a 4x carré moins x plus 3 que nous allons diviser par x moins 2. Donc, la question que nous allons nous poser, c'est qu'on va regarder les monomes de plus haut degré. Et la question qu'on va se poser, c'est dans 4x carré, combien de fois rentre x? Ça, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, il en rentre 4x. Alors, arrivé à ce stade, vous avez deux possibilités. Vous avez ceux qui vont de suite faire les calculs dans leur tête et faire la soustraction en même temps. C'est ce que vous faites aujourd'hui quand vous faites une division euclidienne avec une potence. Vous ne posez plus la soustraction. Bon, là, je vais la poser une première fois, quoi qu'il en soit, par rapport à ceux qui auraient besoin de davantage de temps. Donc, je multiplie x moins 2 par 4x, ce qui fait qu'on obtient 4x carré moins 8x. 4x au carré moins 8x. Et donc, j'effectue la soustraction. Les 4x carrés s'en vont. Moins 1, moins 8, attention, on fait bien une soustraction. Donc, ça fait moins 1 plus 8, ça fait 7x. Et après, plus 3 qui reste, qui ne bouge pas. Et donc, je continue ma division. Et donc, je me repose la question suivante, cette fois-ci, dans 7x, combien de fois x? 7. Plus 7. D'accord? Donc, j'effectue la multiplication de x moins 2 par 7, et par 7 seulement. D'accord?
Donc, on obtient 7x moins 14. 7x moins 14. Et enfin, j'effectue la différence de ça. Et 3 moins 14, ça fait 17. Voilà, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Et donc, du coup, en fait, je vous laisse imaginer que ça se fait très vite, surtout si on ne pose pas des soustractions intermédiaires. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse A, directement. Voilà, pour les questions, c'est maintenant, hein, parce que je vais faire 2 fois la même chose avec la 2, hein, mais les questions, c'est maintenant si vous en avez. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, question numéro 2, là encore, pas de backsolving. Hein. Quand on a une division euclidienne, eh bien, on sait qu'on va la faire en moins d'une 30 quand on est préparé. Donc, on y va, 6x au cube, 6x au cube, moins x carré, voilà, plus 1. Alors, regardez, là, il y a un petit piège éventuel. Hein. Je laisse la place pour les x. Hein. Vous voyez, j'ai écarté le plus 1 parce qu'il est probable qu'il y ait des x qui traînent quelque part à un moment ou à un autre. Et je divise par 2x moins 1. Alors, on y va. C'est parti. Dans 6x au cube, combien de fois 2x? Alors, déjà, il y a 3 fois 2 qui font 6, mais pas seulement. Il va manquer aussi un x carré. Parce que x carré fois x, ça fait x au cube. Attention sur les règles des puissances, hein, d'accord? Donc, du coup, maintenant, j'effectue la multiplication de 2x moins 1 par 3x carré. Et là, je vais gagner un peu de temps. Je ne vais pas écrire la soustraction intermédiaire. 3x carré fois 2x, ça fait 6x au cube. Donc, 6x au cube moins 6x au cube, ça s'en va. Et enfin, j'ai un moins 3x carré. Donc, le moins x carré de mon P1 moins 3x carré, eh ben, ça fait moins 1 plus 3. Ça fait donc 2x carré ici. J'ai gagné un peu de temps. Avec le plus 1 qu'il ne faut pas que j'oublie. Je recommence le protocole. Dans 2x carré, combien de fois x? Pardon, dans 2x carré, combien de fois 2x? D'accord, je l'entoure en violet, comme ça c'est lisible pour tout le monde. Donc dans 2x carré, combien de fois 2x? De façon assez simple, si vous avez suivi mon propos, ça sera plus x. Donc je multiplie 2x moins 1 par x. Et je le soustrais au polynôme 2x carré plus 1. 2x fois x, 2x carré, donc les 2x carrés s'en vont. Et moins 1 fois x moins x. Et comme c'est une soustraction, ça devient plus x plus 1. Voilà. Après soustraction. Et je recommence une dernière fois. Dans x, combien de fois 2x? Ça peut paraître étonnant, mais pourtant, ce n'est pas le cas. C'est un demi. La fraction, ou 0,5 si vous préférez. Donc, je multiplie 2x moins 1 par 1 demi. 2x fois 1 demi, ça fait x, et x moins x, ça s'en va. Et enfin, moins 1 fois 1 demi, ça fait moins 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça va faire 3 demi. Voilà, donc vous avez deux exemples dans le cours que j'ai fait. Le deuxième, je ne l'ai pas repris avec vous maintenant. Et puis 2 questions d'entraînement. C'est largement suffisant, ce n'est pas la peine d'en faire 50. Et puis vous vous entraînez à les faire vite et bien. Et puis après, vous changez le x au cube moins x carré. Puis vous vous entraînez. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu d'entraînement. Ce n'est pas la peine de passer beaucoup plus que 20 minutes dessus. Là, je viens de passer plus de temps avec vous que ce que je passe en PACES, hein, quand je vous ai en première année. Et c'est largement suffisant. Donc, du coup, bon, ben, les réponses ici seront A et D. Voilà pour la division euclidienne polynomiale. Y a-t-il des questions? Non, ça va. C'est gentil, merci. Très bien. On passe à la partie 2 prévue pour aujourd'hui. Donc, hop là, je vais ouvrir une nouvelle page. Tac. Voilà. Et on va s'intéresser désormais à des probabilités et plus précisément à la notion de couple de variables aléatoires. D'accord? Alors, cette notion, sauf erreur de ma part, elle est au programme de Terminal S. Mais je crois me souvenir qu'elle doit être faite en moins de 10 minutes par vos professeurs
Et moi, à l'époque, bon, ça fait 2 ou 3 ans que je jette plus un coup d'œil sur les sujets de bac S, mais à l'époque, je les connaissais tous par cœur. Il n'y en avait pas un seul sur les 30 dernières années qui avait évoqué les lois de couple. Donc, ça peut paraître paradoxal, c'est du niveau terminal, en fait, d'accord? Et pas que terminal S, en fait. C'est du niveau terminal, c'est du niveau théorique terminal, mais finalement, vu comme c'est fait dans le système scolaire français actuellement, c'est du niveau pratique post-bac. C'est plutôt en post-bac qu'on manipule réellement les lois de couple. Alors, il n'est pas impossible que vous ayez fait 1 ou 2 exercices sur le sujet. Hein. Ça dépend de votre avancée, si votre prof est en retard, pas en retard, de ce qu'il a envie de faire. Mais c'est assez rare. Alors, de quoi retourne-t-il? En réalité, nous allons nous intéresser à 2 variables aléatoires. Donc, alors, on est sur des variables aléatoires discrètes, ce qui veut dire qu'elles prennent un certain nombre de valeurs. Par exemple, je peux décider que x, d'accord, prendra les valeurs, alors on appelle ça x oméga dans le post-bac, hein, c'est l'ensemble des valeurs prises par x, ça veut dire des univers des valeurs, d'accord. Eh bien, je vais décider, par exemple, qu'elle prenne que 2 valeurs, elle prend la valeur 0 ou la valeur 1. Alors ça, c'est quelque chose qui vous est connu depuis la première S, parce que lorsque vous avez une variable aléatoire qui prend que 2 valeurs, 0 ou 1, ça s'apparente à ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, en mode succès ou échec, d'accord. Et vous allez donc avoir bien en fait un tableau de ce type-là avec x, 0, d'accord, 1, et avec la probabilité de succès, la probabilité d'échec. Alors, si vous jouez à pile ou face, par exemple, ça sera 0,5, 0,5. Et vous, voilà. Si on joue à pile ou face, c'est 0,5, 0,5. Après, on peut imaginer virtuellement qu'on ait des pièces truquées, ou on peut imaginer qu'on considère d'autres choses qu'un lancer de pile ou face, et donc on peut avoir des probabilités variées, mais la somme des probabilités sera toujours égale à 1. Je peux également considérer une deuxième variable aléatoire. Et donc, cette deuxième variable aléatoire, je décide qu'elle prendra, dans mon exemple, les valeurs 0 ou 1 ou 2. Elle peut prendre n'importe quoi comme valeur, hein, ça n'a aucune espèce d'importance, d'accord? Et donc, du coup, vous imaginez qu'on a un tableau avec y, 0, 1, 2, et 3 probabilités correspondantes dont la somme sera égale à 1. Alors, quels sont les événements considérés dans ce cas-là? Eh bien, les événements sont très clairement connus, c'est x égale à 0 ou x égale à 1. On a 2 événements concernant la variable x, et on aura 3 événements concernant la variable y, à savoir y égale à 0, y égale à 1, et y égale à 2, bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie de considérer les variables de façon conjointe? Eh bien, c'est que nous allons regarder quand est-ce que ces 2 variables se réalisent en même temps. Ce qui veut dire qu'on va non pas les considérer de façon séparée, mais on va considérer ces 2 variables dans un tableau. D'accord? Alors, pour préciser les choses, voilà, par exemple, je vais mettre x ici, ce qui veut dire qu'on aura 2 valeurs 0 ou 1, si vous préférez x égale à 0, x égale à 1. Et nous allons avoir y ici, où on va avoir 0, 1 et 2. D'accord? Et donc, du coup, déjà, bien comprendre comment fonctionne ce tableau. Dans un premier temps, vous voyez, j'ai fait exprès de faire dépasser les lignes. Ceux qui avaient suivi avec moi les cours sur les statistiques il y a quelque temps, vous vous souvenez que je vous ai appris à travailler avec les marginales. Quand on a revu la notion de tableau, eh bien, je vous ai toujours dit, attention, n'hésitez pas à prolonger votre tableau et faire apparaître les marginales, ça veut dire les marges, les nombres qui sont en marge. Eh bien, du coup, si vous réfléchissez un petit peu, si y est ici, alors j'invente totalement, d'accord? Enfin, quand je dis totalement, pas vraiment, parce que vous allez voir que c'est un rapport avec l'exercice de la question 1 qui va venir, d'accord? 0,3, 0,1, 0,3. Donc je mets des chiffres dedans, et je ne mets pas n'importe quoi comme chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la somme des 6 nombres que je suis en train de noter soit égale à 1. Et si vous regardez, c'est le cas. 0,1 plus 0,1, ça fait 0,2. 0,3 plus 0,3, ça fait 0,6. Et 0,1 plus 0,1, ça fait 0,2. 0,2 plus 0,6 plus 0,2, ça fait 1. Donc, du coup, si je considère les marginales, ça veut dire qu'ici, on va avoir du 0,2. Ici, on va avoir du 0,6. Et ici, on va avoir du 0,2. De la même façon, ici, on va avoir 0,5. Et ici, on va avoir 0,5.
D'accord? Donc, les nombres en bleu dans le tableau, c'est moi qui les ai mis de cette façon-là, d'accord? Il ne s'agit pas de savoir comment ils ont été trouvés. Par contre, il s'agit de savoir les interpréter. Donc, vous pouvez déjà observer qu'en effet, en bas à droite, on aura toujours 1. C'est aussi bien la somme de la colonne 0,5 plus 0,5 que de la ligne 0,2 plus 0,6 plus 0,2. Des choses qui sont plus importantes à mes yeux, c'est qu'en fait, les marginales, si vous réfléchissez bien, elles ont un nom. Et en fait, à quoi correspond le 0,5, 0,5 qu'il y a verticalement au-dessus du 1? Ça correspond à ce qu'on appelle la loi de X. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, ce sont les probabilités de x égale à 0, de x égale à 1, directement. Et de la même façon, la dernière ligne, c'est ce qu'on appelle la loi de y. Autrement dit, le nombre 0,2, c'est la probabilité que y soit égal à 0. Le nombre 0,6, c'est la probabilité que y soit égal à 1. Et ainsi de suite. Enfin, maintenant qu'on a compris qu'on avait un tableau et qu'on a compris à quoi correspondaient les marginales, eh bien, je rappelle, ça aussi c'est quelque chose que nous avons vu précédemment, mais un peu avant les séances que nous sommes en train de faire maintenant, je vous rappelle que lorsque vous considérez une case d'un tableau, c'est une case d'intersection de réalisation conjointe, d'où le nom variable aléatoire conjointe. Et donc le 0,1 correspond à la probabilité de l'événement x égale à 0 et y égale à 0. Et y égale à 0. Voilà à quoi correspond le nombre 0,1. C'est la probabilité de cet événement. Si je prends par exemple le 0,3 que je vais entourer en gris, hop là, le voilà, celui-ci, hop là, eh bien ça correspond à la probabilité de l'événement x égale à 1 et y égale à 1, les deux à la fois. Si x égale à 1 et y égale à 1, mais sa probabilité de réalisation, c'est 30%, c'est 0,3. Donc ça, c'est pour la lecture d'un tableau de variables conjointes. D'accord? Alors, on va passer en mode exercice et on va compléter le cours au fur et à mesure là-dessus. Et en fait, c'est relativement simple. Il faut simplement percuter sur la notion de tableau et se souvenir de ces cours de première S sur les lois de X et les lois de Y, avec bien entendu ce qui va suivre derrière, tout ce qui concerne les espérances, les variances, plus des indicateurs que nous allons ajouter. Avant que je passe à l'écran suivant, toujours pas de questions? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, et voilà, premier exercice concernant les variables aléatoires conjointes, et vous retombez exactement sur le tableau de mon propos. Donc, vous avez compris que ce tableau sous cette forme n'est pas recevable, n'est pas satisfaisant, et donc en 10 secondes, immédiatement, vous complétez les marginales. On va donc avoir 0,5 ici, 0,5 ici, et on a vu qu'on avait 0,2, 0,6 et 0,2. Et je rappelle que les 0,5 et 0,5 correspondent à x, sans tenir compte de y. Voilà. Et les 0,2, 0,6 et 0,2 correspondent au y, sans tenir compte des x. Tout simplement. Alors, du coup, que vaut e de y? L'espérance d'une variable aléatoire. Alors, il y en a qui s'en souviennent, parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Il y en a qui s'en souviennent moins. Vous l'avez fait en première S. Je rappelle qu'une espérance, c'est la somme des xi pi. C'est la somme des probabilités multipliées par les valeurs. C'est la somme des pi xi, des xi pi. Ce qui veut dire que si je veux l'espérance de y, eh bien, je dois multiplier 0,2 par 0, plus 0,6 par 1, plus 0,2 par 2. Donc là, on est en plein programme de bac, même si c'est la première. D'accord? Donc, le calcul, vous le faites avec un crayon gris, hyper rapidement, dans une marge, sur le papier, sur ce que vous voulez, d'accord? Mais 0,2 fois 0, ça fait 0. 0,6 fois 1, ça fait 0,6. 0,2 fois 2, ça fait 0,4. Et donc, 0,6 plus 0,4, ça fait bel et bien 1. Ça, c'est une certitude. Donc, A est une bonne réponse. L'espérance de x, vous avez compris que l'espérance de x, c'était la colonne de droite.
D'ailleurs, on peut supposer que le concepteur du sujet a volontairement mis E de Y égale à 1 et E de X égale à 1 pour voir si les étudiants n'inversaient pas dans leur tête le tableau. Parce que si, du coup, j'ai bien compris que c'était 0,5 et 0,5 qui correspondaient à X, l'espérance de X, c'est 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5. Et 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5, bah, ça fait 0,5. Donc, la B est fausse. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un premier point. Première révision sur la notion d'espérance et qui ne sont pas en rapport direct avec les variables conjointes. Hein. Il faut juste comprendre que c'est un rapport qui est marginal, mais ce sont des questions qui sont en lien dans le cadre des QCM qui vous sont proposés en anal avec les lois conjointes. Voilà, même si c'est indépendant. Excusez-moi, Oui. est-ce qu'on peut reprendre juste E de Y, s'il vous plaît? E de Y, d'accord. Tu as tout qui est toujours affiché, le 0,2 avec le 0. Oui. Alors, ça fait 0,2 fois 0, plus 0,6 fois 1, plus 0,2 fois 2. C'est la somme, le sigma, des probabilités fois les nombres. Ok. Ok, Donc, merci. 0,2, je t'en prie. En bas, donc, ce sont les probabilités, d'accord? Et en haut, ce sont les valeurs de Y. Donc, si vous préférez, je rajoute ici, ce sont les YI. Là, ce sont les YI. Et là, ce sont les P de Y égale. P de Y égale YI. Voilà. Donc, du coup, on fait le bas fois le haut, plus le bas fois le haut. Enfin, le haut fois le bas ou le bas fois le haut, ça revient au même. Hein. C'est un fois, d'accord? Mais c'est comme ça qu'on calcule une espérance. D'accord? Oui, c'est bon, merci. Je voyais pas bien le tableau. D'accord. Donc, l'espérance, je vous rappelle que c'est l'analogue de la moyenne hein, en statistique. Hein. OK. Ensuite, donc, je me permets d'effacer. S'il n'y a pas de questions, c'est bon? OK. Alors, tac. On va faire ça comme ça pour que ça soit plus rapide. Voilà. Donc, maintenant, on a dit que c'était la A et pas la B. Qu'est-ce que c'est que P de X égale à 1 ou Y égale à 2? Moi, je vous ai rappelé, ou appris, ça dépend de vous, que les cases d'intersection, c'était des et. C'est le inter. Donc, si je regarde X égale à 1, qui est ici, avec le Y égale à 2, qui est ici, la case intersection, c'est là. Donc, d'après mon énoncé, le 0,1 ne correspond pas à un ou, mais il correspond à un et. Donc, la C est fausse. Alors, il aurait été intéressant de savoir, mais du coup, qu'est-ce que c'est que le ou? Eh bien, je vous rappelle qu'en mathématiques, un ou est toujours inclusif. Ce n'est pas comme en français où il y a ambiguïté avec des ou exclusifs ou des ou inclusifs. Donc, ça veut dire qu'on a tous les x égale à 1, et ils sont où tous les x égale à 1? Ils sont là. Il y en a 3. 2 et 3. Et on va regarder tous les y égale à 2. Donc, on en regarde aussi ce quatrième nombre que je viens d'entourer. Résultat des courses, si on avait voulu savoir quelle était la probabilité d'avoir x égale à 1 ou y égale à 2, eh bien, on aurait fait la somme des 4 nombres que je viens d'entourer en bleu, en indigo. Et donc, ça fait 0,2, 0,5, 0,6 et pas 0,1. Donc, voilà 2 explications pour comprendre que la C est fausse. Évidemment, après automatisation, ça, la prise de décision se fait en 5 secondes. Et quand on voit qu'on a un 0,1 qui correspond au et qu'on vous dit un ou, c'est que c'est mort derrière. Hein, c'est bon, la réponse est fausse. OK, on monte le niveau maintenant. Et là, on considère vraiment la notion de deux variables conjointes et on va rappeler la notion d'indépendance. Alors, si je ne regarde pas les variables aléatoires, la notion d'indépendance, vous l'avez rencontrée avec la notion d'événement. D'accord? Et donc, vous avez eu la définition suivante. Deux événements sont indépendants si P de A et B, le pont c'est E, hein, d'accord? L'intersection c'est E. Hein. P de A et B égale à P de A fois P de B. Voilà la définition principale qui vous a été donnée concernant la notion d'indépendance. Alors, pour ceux qui ont suivi mes cours avant, vous savez que, en fait, il n'y en a pas une de relation, il y en a 3. Et en plus, moi, j'ai une préférence pour les 3 autres, pour les 2 autres. Car en effet, dans cette définition de P de A et B égale à P de A fois P de B, on ne comprend pas d'où vient le mot indépendant. Alors qu'en réalité,
Si je vous dis que P de A sachant B égale à P de A, ça veut dire quoi ça, P de A sachant B? Ça veut dire qu'on va jeter un coup d'œil sur les probabilités conditionnelles, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire que le fait que A, la probabilité que A se réalise, sachant que B est réalisé, c'est exactement la même probabilité que A se réalise tout court. En résumé, A, il n'en a rien à fichtre de B. Il s'en tamponne complètement, puisque que B soit réalisé ou pas, eh bien, la probabilité de réalisation, la probabilité est la même. C'est ça la notion d'indépendance. Et donc, du coup, en fait, c'est très intéressant à comprendre. On a ces deux relations-là. Alors, j'ai dit qu'il y en avait une troisième, mais la troisième, c'est exactement la même que la 2 en inversant les rôles de A et B. C'est P de B sachant A égale à P de B. Et donc, du coup, moi, j'ai une préférence pour la deuxième relation parce qu'on comprend pourquoi le mot indépendant est utilisé. Et ce mot indépendant n'a rien à voir avec le mot incompatible. Incompatible, c'est le fait de ne pas se supporter. Donc là, je vous laisse imaginer qu'il y a influence entre A et B. Alors que l'indépendance signifie qu'il n'y a aucune incidence, aucune influence entre les événements. Que B se réalise ou pas, ça ne modifie rien. Alors, en général, hein, les événements qu'on considère ne sont pas indépendants. Je suis désolé de le dire, mais le fait d'être né dans une famille de quartier sympathique ou bourgeois ne donne pas la même probabilité de réussite scolaire que le fait d'être né dans des quartiers nord de Marseille. Voilà, le fait d'aller dans un lycée ne modifie les probabilités par rapport au fait d'aller dans un autre. On sait tout ça, d'accord? Donc, en réalité, la notion d'indépendance, elle est très compliquée à obtenir. Le fait d'aller dans un hôpital pour être soigné plutôt que dans un autre, ça va vous modifier énormément de choses, etc., etc. Donc, bon, je referme la parenthèse de culture G, mais derrière, d'accord, la notion d'indépendance, elle est comme ceci. Alors, comment maintenant adoptons-nous cette notion d'indépendance à la notion de variable aléatoire? Eh bien, c'est simple et complexe à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai clairement dit qu'il y avait deux événements en relatif à x, à savoir x égale à 0 et x égale à 1. Et j'ai dit qu'il y avait trois événements relatifs à y. Y égale à 0, y égale à 1 et y égale à 2. Autrement dit, conjointement, il y a en tout 6 événements. Il y a x égale à 0 et y égale à 0, premier événement, dont la probabilité vaut 0,1. Il y a x égale à 0, y égale à 1, dont la probabilité vaut 0,3. X égale à 0, y égale à 2, dont la probabilité vaut 0,1. Et ensuite, x égale à 1 avec y égale à 0, x égale à 1 avec y égale à 1 et x égale à 1 avec y égale à 2. Il y a donc 6 événements conjoints. Eh bien, par définition, il y aura indépendance des variables si la formule d'indépendance est vérifiée pour chacun de ces 6 événements. Voilà. Ça veut dire qu'il faut d'abord regarder, est-ce que la probabilité que x égale à 0 et y égale à 0, est-ce qu'elle est égale au produit de p de x égale à 0, donc, fois p de y égale à 0? Oui ou non? Si oui, je ne peux rien en conclure. Il faudra que je teste encore 5 autres calculs. Si non, c'est terminé. C'est la notion de contre-exemple. Les variables ne peuvent pas être indépendantes. Alors on y va et on fait le calcul. Que vaut p de x égale à 0 et y égale à 0? Par lecture directe du tableau, ça vaut 0,1. Ça vaut 0,1. Que vaut p de x égale à 0? Mais p de x égale à 0, c'est le bout de la ligne, c'est la marginale que j'ai notée tout à l'heure et que j'ai effacée, mais que vous avez sous les yeux. C'est donc égal à 0,5. Et que vaut p de y égale à 0? C'est la marginale relative à y égale à 0, donc c'est 0,2. Est-ce que 0,1 est égal à 0,5 fois 0,2? D'accord? 1,5 fois 0,2? Ben, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, on a 6 conditions d'indépendance à vérifier. La première condition est remplie. Et je vais ensuite regarder la deuxième. Et je vais regarder si
on va avoir P de x égale à 0 fois P de y égale à 1 égale à P de x égale à 0 et y égale à 1. Alors, évidemment, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite que cela. Je vais vous le montrer, mais c'est exactement ça qu'on va faire. Hein. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'on va faire. Ça ne sert à rien de connaître l'astuce technique si derrière on n'a pas compris pourquoi on la réalise. Donc, je vais à nouveau effacer le tableau, à moins qu'il y ait des questions, d'accord? Et je vais vous montrer comment on fait pour aller très vite. C'est bon? OK. OK. Ben, en fait, c'est très simple si on a compris comment ça fonctionne. Je rajoute les marginales de suite, 0,2, 0,6, 0,2. Donc ça, vous avez compris qu'il faut le faire immédiatement quand on a le tableau sous les yeux. J'ai 0,5 fois 0,5. Voilà. Et en fait, tout simplement, vous regardez, c'est vraiment un travail avec les yeux en fait. Vous regardez ce nombre-là. Est-ce que ce nombre-là, c'est ça fois ça? Lui fois lui. Oui ou non? Voilà, c'est tout. Oui, alors on passe au suivant. Non, eh ben, ça veut dire que c'est fini, les variables ne sont pas indépendantes. Donc, de façon évidente, 0,5 fois 0,2, ça fait 0,1. D'accord? Mais du coup, regardez, je passe à droite. Est-ce que 0,6 fois 0,5, ça fera 0,3? Je vais vous les entourer d'une autre couleur, mais normalement, vous avez dû comprendre comment ça fonctionne. 0,6 fois 0,5. Est-ce qu'il est égal à 0,3? Ben oui, puisque 0,5, c'est la moitié. Hein. Il faut multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié. D'accord? Ah ben, il ne faut pas être limité sur du calcul mental, hein, sur des astuces élémentaires. Hein. Fois 0,5, c'est divisé par 2. Et donc, vous avez compris que ça marche très vite, parce que les nombres sont symétriques. Donc, vous voyez que si je vais encore à droite dans la colonne du 2, je retombe sur le même calcul que j'ai fait dans la colonne de gauche en orange. Donc, c'est fini en fait, parce que la ligne du bas est la même que la ligne du haut. Donc, tous les calculs sont identiques. Et donc, en fait, nous pouvons décréter que les 6 calculs vérifient l'indépendance et que donc, les deux variables x et y sont indépendantes. Voilà comment on fait pour aller beaucoup plus vite. D'accord? Tout simplement, on considère les marginales et dans sa tête, on fait le produit de la ligne du bas fois le produit de la ligne à droite et on regarde si c'est égal à l'intersection. Immédiatement. Donc, pour le moment, à notre stade, nous en sommes à A et D. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Oui, c'est bon? D'accord? OK. Alors, question suivante, et vous voyez, j'ai pas peur, hein, on y va. Hein. Et que peut-on dire de ce fameux ρ? On l'a déjà vu la dernière fois avec les stats à deux variables. C'est donc mon fameux coefficient de corrélation adapté à des variables aléatoires. Il y a un parallèle énorme entre les stats et les variables aléatoires. Et donc là, en fait, on fait l'analogie des stats à deux variables que nous avions vu la dernière fois. Donc, la question, c'est, normalement, comment calcule-t-on le coefficient de corrélation? Alors, le coefficient de corrélation, normalement, je vous le rappelle, c'est covariance sur le produit des écarts-types, ou si vous préférez, la racine carrée du produit des variances. Ça n'a pas d'importance. Mais je ne vous ai pas encore appris à calculer la covariance. Et je ne vais pas le faire maintenant, parce que dans covariance, il y a le mot variance, et je n'ai pas encore révisé comment on fait les variances. Alors, pourquoi mettre cette question? Eh bien, parce qu'il y a une phrase importante en mathématiques dans cette leçon-là, d'accord? Je vais essayer de l'écrire, voilà, qui dit la chose suivante. Si x et y sont indépendantes, alors ρ égale à 0. Voilà, tout simplement, une phrase hyper intéressante, d'accord? S'il y a indépendance, alors, en termes de variables aléatoires conjointes, le coefficient de corrélation sera égal à 0. Notez que nous sommes en présence d'une proposition conditionnelle de la forme si alors, et veuillez noter, s'il vous plaît, que la réciproque est fausse. C'est un piège de concours. Si ρ égale à 0, cela ne signifie pas qu'il y a nécessairement indépendance. D'accord? Donc ça, c'est une question très classique du concours. On vous propose les deux phrases, et il n'y en a qu'une des deux qui est bonne. Donc, si x et y sont indépendantes, alors ρ égale à 0. Et par conséquent, sans aucun calcul, sans covariance, sans rien, ça veut dire que c'est juste, je connais mon cours, je sais que la E est bonne également. Voilà pour cette première question.
d'accord, concernant une application directe d'un tableau de variables aléatoires conjointes avec révision de calcul d'espérance pour chacune des deux variables, avec interprétation du tableau avec des cases à l'intérieur du et et du ou, et avec la notion d'indépendance. Pas de questions? Très bien. Donc là, on est sur la TS en fait, hein. On est vraiment sur la terminale S. Hein. Je serais curieux de savoir ce que vos professeurs ont fait, s'ils ont été là-dessus ou pas. Mais c'est au programme. Hein. Ok, deuxième question. Voilà, donc on considère les distributions conjointes suivantes, d'accord, et on vous pose des questions dessus. Ok. Alors, eh ben, écoutez, on peut faire ça dans n'importe quel ordre, on peut faire ça de haut en bas, on peut faire ça, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais respecter l'ordre, c'est pas grave si c'est pas forcément le même ordre de difficulté. P de U égale à 0, sachant S égale à 1. Alors ça aussi, c'est assez intéressant. Pour une raison obscure, sachez qu'en PASSES, ils ne connaissent pas la notation que vous utilisez en terminale S depuis maintenant 10 ans, P de A sachant B. Ils utilisent une vieille notation mathématiquement incorrecte, mais utilisée dans tous les manuels post-bac, qui est la suivante. P de A sachant B. Alors le trait, des fois, il est penché d'un côté, des fois de l'autre, ça n'a pas d'importance. Ça dépend des capacités informatiques de la personne qui rédige. Donc, du coup, c'est une probabilité conditionnelle. Or, je vous rappelle que les probabilités conditionnelles, c'est égal à P de l'intersection. Hein, on est en pleine révision de bac, là. Hein. P de l'intersection sur P du sachant. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre, cette formule. Il ne faut pas l'apprendre avec des lettres. Hein. Une probabilité conditionnelle, c'est P de l'intersection sur P du sachant. Mais par conséquent, à quoi égale P de U égale à 0, sachant S égale à 1? Eh bien, je viens de le dire. C'est P de l'intersection, donc U égale à 0, et S égale à 1, sur P du sachant, donc sur P de S égale à 1. Alors, revenons à notre tableau qui est incomplet. Vous l'avez compris, il faut compléter les marginales. Mais toutes les marginales sont égales à 0,5. Ici, ici, partout. D'accord? Donc, que vaut U égale à 0, la probabilité de U égale à 0 et S égale à 1? Alors, regardez votre tableau. Repérez U égale à 0, repérez S égale à 1. Faites l'intersection et donc, vous avez dû tomber sur 0,1. Voilà. Ensuite, P de S égale à 1. Eh bien, si vous avez compris mon propos, c'est la marginale. Ça veut dire que c'est le nombre à l'extrémité de la ligne S égale à 1. Donc, c'est 0,5. 0,1 sur 0,5. Bon, alors, il y a 30 façons pour s'en sortir. Soit vous multipliez par 10 en haut et en bas, ça fait 1 sur 5. Et vous savez que 1 sur 5, ça fait 0,2. Soit vous divisez par 0,5, vous savez que ça revient à multiplier par 2. Donc, du coup, on obtient 0,2. Donc, dans tous les cas de figure, ça est juste. OK? C'est bon? E de S. Alors, pour regarder E de S, il faut que je regarde les valeurs de S avec les probabilités associées à S. Les valeurs de S, elles sont dans la colonne, la première colonne, et les probabilités associées sont dans la dernière colonne. Donc, il faut que je fasse 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5. Ça se fait de tête, hein, ce calcul-là. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Hop, hop, hop. La B est juste. 0 fois 0,5, ça fait 0. 1 fois 0,5, ça fait 0,5. Et si je fais la somme, ça fait 0,5. OK. Bon, très bien. Allez, on arrive sur la covariance. Donc, je vais maintenant rappeler comment on fait pour calculer une variance comme en première S et comment on fait pour calculer une covariance. Donc, ça, c'est plutôt post-bac. Donc, je vais effacer ce que je suis en train de faire. Y a-t-il des questions pour l'instant? C'est bon pour tout le monde? OK. Très bien. Donc, la variance. Alors, la variance, c'est enquiquinant la variance parce que souvent, vous, lorsque vous avez abordé la notion de variance dans vos classes antérieures, vous l'avez faite avec votre super calculatrice.
Et ça pose un vrai problème parce qu'à la fin, on a des étudiants qui ne savent absolument pas faire de calcul mental. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que vous avez été habitué à rentrer vos séries statistiques et à faire le calcul. Bon, je vous rappelle que les calculatrices sont interdites dans le cadre de ce type de QCM. Et donc, il faut savoir non seulement quelles sont les formules, mais il faut savoir les appliquer. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour réviser ce que c'est qu'une variance. Et ensuite, on va voir comment cette notion de variance se prolonge à la notion de couple de variables aléatoires avec la notion de covariance. D'ailleurs, on comprend bien que le co, d'accord, c'est le co qui est commun. D'accord, variance, c'est en gros une variance commune. Alors, en ce qui concerne les variances, je vous apprends directement comment on fait en PACES. Parce que sachez qu'il existe deux types de formules et que moi, par exemple, quand j'enseigne à mes classes à concours Bac+2, Bac+3, c'est l'autre formule que j'utilise. En PACES, votre professeur s'est orienté vers une des deux formules. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Alors, je vais prendre que U. J'ai besoin que d'une loi, bien sûr, pour l'instant, pour une variance, c'est la variance d'une variable. Donc, je vais prendre U. Et ici, donc, j'ai U qui vaut soit 0, soit 1. Et donc, les probabilités associées sont 0,5 et 0,5. Donc, ça, c'est U, UI si vous préférez, et ça, c'est PI. OK. Alors, comment fait-on pour calculer une variance? Eh bien, premièrement, j'ai d'abord besoin de calculer l'espérance. Ça, je n'ai pas le choix. En 1, donc, je calcule l'espérance. D'accord? Donc, l'espérance, je la calcule. Eh bien, ça fait 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5. On l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, ça fait E de U, si vous préférez, qui vaut 0,5. D'accord. À partir de maintenant, je vais regarder les écarts des valeurs à l'espérance. Donc, c'est plus 0 et 1 que je vais regarder. Ce sont les écarts à l'espérance, les écarts à 0,5. D'accord? Donc, si vous préférez, ça veut dire que 0 va être remplacé par moins 0,5 et que 1 va être remplacé par 0,5. Alors là, on va se confronter à une petite difficulté technique avec ceux qui manipulent mal les nombres négatifs. Parce que on sait très bien qu'il y en a qui vont galérer entre 3 moins 7 et 7 moins 3. C'est triste, mais c'est vrai, véridique. Il y en a qui vont galérer entre les 4 et les moins 4 avec les nombres négatifs. Mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, ce n'est pas l'écart à l'espérance qui nous intéressera, ce sont les carrés des écarts à l'espérance. Et les carrés sont toujours positifs. Donc en fait, qu'il y ait un signe moins ou pas, on s'en moque. Donc ce qui va nous intéresser, ce n'est pas moins 0,5 et 0,5, c'est 0,5 au carré et 0,5 au carré. Voilà ce qui va nous intéresser. C'est réellement ça. Et bien, à partir de maintenant, vous prenez cette première ligne-là, en rouge, et vous prenez les probabilités, et vous faites la même chose que l'espérance. Je suis en train de vous dire que la variance, c'est la moyenne, l'espérance si vous préférez, des carrés des écarts à la moyenne. Si, ce que j'ai dit a un sens, et ce que j'ai dit est exact, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le redire comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Eh bien, je vais faire le 0,5 du bas fois, non pas fois 0, mais fois 0,5 au carré, qui est au-dessus. Désolé pour mon écriture lamentable. Plus le 0,5 qui est en bas, oui, on est tombé sur un exercice abordable, d'accord? Fois le 0,5 au carré. Alors, que les choses soient claires, le premier 0,5, c'est celui-ci que j'ai mis en relation avec celui-ci. Voilà. Et le deuxième 0,5, c'est celui-ci que j'ai mis en relation avec celui-ci. J'ai mis un plus entre les deux. Alors, après, ça dépend de vos capacités de calcul. Ce n'est pas très compliqué, en fait, parce que si vous regardez bien, en fait, 0,5 au carré, 5 fois 5, 25, donc ça va faire 0,25. Et comme on a 0,5 fois 0,25, plus encore 0,5 fois 0,25, par factorisation, ça revient à dire qu'on a une fois 0,25. Donc, vous avez 50 façons de voir les choses. Là, je vous en montre une. Ça dépend de vos automatismes de calcul.
Si je mets 0,5 au carré en facteur, ça fait 0,5 plus 0,5. Donc, ça fait 0,5 au carré au total. Donc, ma variance dans cet exercice vaut 0,5 au carré. V de U vaut donc 0,25. Et si V de U vaut 0,25, eh bien, ça veut dire que l'écart-type de U, donc là, je fais vraiment des révisions complètes, hein, c'est la racine carrée de 0,25, donc c'est 0,5 à nouveau, bien sûr. Voilà pour les révisions de la variance. D'accord? Voilà comment ça fonctionne pour la variance. OK, donc normalement, ça devrait être bon. Je ne vais pas le faire pour S, parce que si vous regardez bien, c'est symétrique en fait. Hein. S et U suivent les mêmes lois finalement. Si vous regardez bien, elles suivent exactement les mêmes lois. Donc, ce sont exactement les mêmes calculs. Donc, la variance de S vaut 0,25 et l'écart-type de S vaut 0,5. Tout comme l'espérance de S vaut 0,5. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment je fais pour calculer la covariance. Alors, pour calculer la covariance, on va aller regarder les écarts à l'espérance. Manque de bol, là, ce n'est pas les carrés, hein, donc il va falloir faire attention au nombre négatif. Donc, ça veut dire que le U égale à 0 va être remplacé par moins 0,5. D'accord? Puisque l'espérance de U, c'est 0,5. Hein. Et le U égale à 1 va être remplacé par 0,5. D'accord? Ensuite, on va avoir le S égale à 0 qui va être remplacé par moins 0,5 lui aussi. Et l'autre qui va être remplacé par 0,5. OK. Alors, du coup, à quoi va être égale la covariance? Je vous montre l'astuce technique. Vous allez commencer par le 0,4 qui est là. Et vous allez le multiplier par les nouvelles valeurs que nous venons de calculer, moins 0,5 et moins 0,5. Donc, on commence par un calcul qui dit qu'on a 0,4 fois moins 0,5 fois moins 0,5. OK. Et ça, vous l'avez compris, dans mon tableau, je vais devoir le faire 4 fois. Donc après, je vais prendre, par exemple, en violet, le nombre suivant qui est 0,1, et il va être multiplié par moins 0,5, mais aussi par 0,5 qui est au-dessus. Donc on va avoir 0,1 fois moins 0,5 fois 0,5. Alors il va y en avoir deux autres. Monsieur, juste, je Oui. comprends pas. Pourquoi moins 0,5? Le nombre 0,1 correspond à S égale à 0 et U égale à 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais S égale à 0 a été remplacé par moins 0,5. Et U égale à 1 a été remplacé par 0,5. Ok. J'ai pris les écarts à l'espérance à chaque fois. C'est pas clair. Ok. C'est bon ou c'est pas bon? Je recommence? Je remonte plus haut? Alors, je remonte plus haut. Donc, je disais, je ne l'ai pas écrit ici, hein, mais pensez à le noter, d'accord? La première étape, c'est de regarder les écarts aux espérances. Donc, on ne va pas garder 0 et 1 pour U. Comme l'espérance de U, c'est 0,5, je remplace 0 par 0 moins 0,5 et je remplace 1 par 1 moins 0,5. Ce qui veut dire que je remplace les valeurs de U par moins 0,5 et 0,5. C'est les deux nombres en orange au-dessus du tableau. Je fais exactement la même chose pour S. Et comme j'ai bien sûr une symétrie dans ce que je viens de raconter, ça veut dire que je remplace S égale à 0 par moins 0,5 et je remplace S égale à 1 par 0,5. Ok, c'est bon, ça va. D'accord? Donc, je continue avec mon troisième calcul. Je vais donc avoir 0,1 fois le nombre à gauche qui est égal à 0,5 fois le nombre au-dessus qui est égal à moins 0,5. Voilà. Et enfin, le dernier, ben c'est 0,4
fois le nombre à gauche qui est égal à 0,5 et le nombre au-dessus qui est égal à 0,5. Alors, on va être astucieux, hein. Là encore, ça dépend de vos compétences de calcul, mais vous pouvez observer que j'ai du 0,5 fois 0,5 partout, dans les 4 termes. N'oubliez pas que j'ai un plus entre chacun d'eux, d'accord? Donc, en fait, je le factorise, bien entendu. Je le factorise, je mets en facteur commun. Donc, je mets 0,5 fois 0,5 devant une parenthèse. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va me rester? Dans le premier terme, j'ai un moins par moins qui devient plus et j'ai 0,4, donc ça fait 0,4. Dans le deuxième terme, j'ai un moins par plus qui fait moins et avec un 0,1, donc ça fait moins 0,1. Ensuite, dans le troisième terme, j'ai 0,1 fois moins 1, donc moins 0,1. Et dans le dernier terme, j'ai 0,4. Hop, désolé, j'ai vraiment du mal à écrire correctement. Voilà. Donc, ça revient à dire que ça fait 0,25, si vous préférez, d'accord, hein, fois combien? 0,4 moins 0,1, ça fait 0,3. Moins 0,1, ça fait 0,2. Plus 0,4, ça fait 0,6. Donc, ça fait 0,25 fois 0,6. Alors, 6 fois 25, ça fait 150. Et comme j'ai besoin de 3 chiffres après la virgule, ça fait 0,15. Et donc, on se rend compte que la réponse C est exacte, elle aussi. D'accord? Alors, je reviendrai après sur des considérations par rapport au concours en tant que tel, d'accord? Mais je veux que vous compreniez qu'à partir du moment où une notion est abordée en mathématiques, c'est très problématique. Parce que si vous ne la travaillez que de façon scolaire, non seulement elle est complètement dénaturée par rapport à son sens, mais vous avez peu de chances de répondre correctement à des QCM. Vous pourrez avoir la chance d'avoir une question de cours, et puis bim, vous sortez la bonne réponse, mais globalement, vous aurez une notion qui sera défaillante et vous n'arriverez pas à l'assumer le jour du concours. Et c'est ça le problème qu'il y a en UE4. C'est qu'il y a un nombre impressionnant de petites notions qui sont toutes abordables les unes avec les autres, mais souvenez-vous de l'introduction que je vous ai faite. Vous avez 32 heures de cours au total, vous avez 2 heures par semaine, et dont, avec certains profs qui ne sont pas terribles, mais vous comprenez pourquoi l'UE4 est une matière sinistrée. C'est une matière sinistrée. Et vous comprenez pourquoi vous, de façon intelligente, en étant guidé, en suivant les conseils, vous devriez être capable de tirer votre épingle du jeu, de faire une forte différence avec la concurrence. C'est ça l'idée. Il faut vraiment comprendre cette notion-là. C'est très malin, c'est très utile. Alors après, attention, moi dans la formation que je dispense, je ne vous apprends pas que des choses faciles, parce que vous comprenez, il faut aussi faire de la différenciation. Parmi vous, il y a des gens qui percutent. Il y a peut-être même des gens qui s'ennuient depuis le début de mon intervention. Il faut bien que vous compreniez qu'il faut que je donne à boire et à manger à tout le monde. Donc, par moment, il va y avoir un truc accessible par tout le monde, mais que je vous pointe du doigt parce que ce n'était pas apparent dans le polycopier. Et puis, par moment, on va aller creuser pour aller regarder quelque chose un peu plus compliqué. Alors, ce que nous sommes en train de voir, en toute franchise, on serait en cours, en première S, on passerait 3 ou 4 heures dessus, bim, finger on the nose. Je vous assure qu'il n'y aurait aucun problème. Là, ça doit faire une demi-heure que j'y suis. Je suis allé super lentement, d'accord? Et on est déconnecté, on est dans un cadre, on n'est pas dans le cadre du présentiel, on n'est pas dans le cadre du cours, donc vous êtes chez vous, tranquille, en tang, d'accord? Certains sont torse nu. Bon, donc du coup, on n'est pas dans le même trip. Donc, ce n'est pas la même difficulté. Et il faut bien que vous compreniez cette différenciation-là. Alors, je continue, et après, je ferai un commentaire par rapport à ce qui se passe en PACES habituellement. Rho. À quoi égale Rho? Je change de couleur parce que je ne l'ai pas effacé. On a vu tout à l'heure que Rho, c'était la covariance sur le produit des écarts-types. D'accord? Donc, sigma de U fois sigma de S. Mais j'ai tout, en fait, sous les yeux. La covariance, on sait qu'elle est égale à 0,15. Et on a vu que l'écart-type de U, c'est 0,5. Et on a vu que l'écart-type de S, c'est la même que l'écart-type de U, c'est aussi 0,5.
Bon, alors, je vous rappelle que diviser par 0,5, c'est multiplié par 2. Donc, 0,15 fois 2, ça fait 0,30. Et comme je redivise encore par 0,5, je remultiplie par 2. Et 0,30 fois 2, ça fait 0,6. Et là, on découvre que la E est juste. OK. Et donc, on n'a plus qu'à tester maintenant l'indépendance. Donc, on oublie les calculs qu'on vient de faire et on va se souvenir des astuces de tout à l'heure liées à l'indépendance. Est-ce qu'on a P de A et B égale à P de A fois P de B? Alors, je rappelle comment ça fonctionne. Je vais essayer de ne pas effacer pour gagner du temps. Je rappelle qu'il faut que je prenne les marginales, 0,5 et 0,5. Donc, j'ai du 0,5 partout. Et si je regarde la première case en haut à gauche, c'est-à-dire celle qui est entourée en verte avec un 0,4, je me demande, est-ce que 0,5 fois 0,5 donne le 0,4 qui est là? Ben non, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Ça ne fait pas 0,4. Fin de discussion. P de U égale à 0 fois P de S égale à 0 n'est pas égal à P de U égale à 0 et S égale à 0. Donc, les variables ne sont pas indépendantes. Je n'ai pas besoin de continuer le calcul. Et donc, on observe que la D est juste. Donc, nous sommes dans un QCM où toutes les réponses sont justes. Y a-t-il des questions? Non. C'est bon? D'accord. Une question. Alors, oui, pardon? C'est bon? Alors, Oui. du coup, Une on va question. jeter un coup d'œil sur les deux derniers. Pardonnez-moi, il y a une question ou il n'y a pas de question? Oui, moi j'ai une question. Oui, je t'écoute. C'est bon, c'est pas relié directement à ça, mais à la fin du poli, il y a les tables des lois normales, etc. Est-ce qu'il faut Oui. apprendre toutes les tables? Non, 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 elles sont fournies en concours, ces tables-là, Ok, d'accord? d'accord. OK. Merci. Je t'en prie. Et donc, du coup, vous l'aurez compris, hein, vu l'heure, on n'aura pas le temps de voir la loi normale, hein, d'accord, aujourd'hui. Donc, Oui. ça sera reporté à la prochaine séance. Donc, du coup, je reviens maintenant sur les deux dernières questions. Et les choses devraient aller plus vite maintenant. En fait, la question 2, soyons francs, c'est une question de formation, d'apprentissage. Je l'ai présentée sous forme de question concours, mais ce n'est pas une question concours. Il était évident qu'elle prenait plus de 1h30 et il est évident que c'est une question qui vous aide à comprendre la leçon et à vous entraîner. Et ben voilà une question de concours, c'est la question numéro 3. D'accord? Donc déjà, on a un tableau de 2. OK, alors certes, c'était le cas dans la question 2, d'accord, mais on a un tableau de 2, et nous allons voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, là, vous allez voir qu'on va y répondre en 1h30. Hein. Enfin, ma correction va durer plus qu'1h30, mais là, on est sur quelque chose qui peut tenir en 1h30. Alors, bien entendu, je complète les marginales de suite, donc ça fait 0,2 ici, 0,8 ici, et 0,2 à droite et 0,8 en dessous. D'accord? Alors, E de Y, bah, de suite, 0 fois 0,2 plus 1 fois 0,8. Voilà. Donc, la A est fausse. OK? Ça fait 0,8 et pas 0,6. La deuxième, je ne l'ai pas abordée aujourd'hui, mais c'est une propriété de l'espérance que nous avons déjà vue dans un cours antérieur. Je rappelle que l'espérance est linéaire. C'est comme les intégrales, si vous préférez. L'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Eh bien, l'espérance d'une somme, nous savons que c'est égal à la somme des espérances. Et là, donc la B, c'est une formule de cours qui est très facile. Hein. D'ailleurs, c'est une catégorie d'exercices simple qu'on avait déjà travaillé auparavant. Et donc, la B est forcément vraie sans aucune réflexion. Prise de décision, 0,5 secondes pour la B. Regardez la C. Variance de X. Regardez comment les questions sont posées aujourd'hui. Les concepteurs savent, surtout en biostat, que vous n'êtes pas très fort en calcul mental. Ils le savent. Et quelle est la stratégie qu'ils ont trouvée? Eh bien, ils ont trouvé comme stratégie d'écrire la formule avec les valeurs, avec les nombres. Et c'est à vous de faire attention et de voir comment ça marche. Et là, si je regarde les X, donc regardez les X, cela revient à dire que je regarde la première ligne et la dernière ligne. Donc, comment fait-on la variance de X? Eh bien, c'est la probabilité fois un nombre qui était obtenu comme étant égal à l'écart avec l'espérance. D'accord? Donc, il faut que je prenne non pas 0, mais 0 moins 0,8, puisque l'espérance de X faut 0,8, bien sûr. Et il ne faut pas que je prenne 1, mais il faut que je prenne 1 moins 0,8. Et regardez, vous les avez là. Vous avez bien 0 moins 0,8 ici et 1 moins 0,8. Et même mieux que ça, ils ont bien été élevés au carré.
Et si vous regardez le 0,2, ça correspond bien au 0,2 qui est en bas de x égale à 0. Et si vous regardez le 0,8, c'est bien le 0,8 qui est en bas de x égale à 1. Autrement dit, nous sommes en présence de la formule de la variance. Et ça dépend de votre taf, ça dépend de votre boulot. Mais prise de décision pour quelqu'un qui est prêt, 2 secondes. D'accord? Donc, du coup, bim, voilà comment fonctionnent les questions de concours. Mais dans ma façon de voir les choses, il faut d'abord mettre la main à la pâte pour pouvoir après comprendre les subtilités de ce type de questions. Donc, moi, dans la question 2, je vous ai fait faire le calcul. Et là, on a la formule. Je passe à la question E parce que c'est une question avec un OU que nous avons déjà vu. X égale à 1 ou Y égale à 0. Donc, on a vu qu'il fallait entourer tous les X égale à 1, c'est-à-dire lui et lui. Et il faut entourer tous les Y égale à 0. Donc, il y en a un qui est entouré et il y a lui à entourer. Et je fais la somme des 3 cercles verts. Donc, c'est bel et bien égal à 0,8. Donc, la E est pliée également. Et donc, c'est la dernière chose que je vais vous apprendre aujourd'hui, mais en même temps, c'est assez logique, c'est ce qu'on appelle les lois conditionnelles. C'est les lois sachant x égale à 1. Donc, cette notation, vous ne la connaissez pas. Et je ne vais pas vous mentir, moi, je l'ai découverte en PACES, quand j'ai étudié le polycopie de PACES. D'accord. Donc, on veut l'espérance de y sachant x égale à 1. D'accord. Alors, si on veut travailler correctement, je vous rappelle que y possède deux valeurs, y égale à 0 ou bien y égale à 1. Ce qui veut dire qu'il faudrait calculer d'abord e de y égale à 0, sachant x égale à 1. Et après, il faudrait calculer e de y égale à 1, sachant x égale à 1. Une fois qu'on a ces deux valeurs-là, eh bien, on va faire l'espérance de cette loi. Alors, on pourra y revenir si vous voulez plus tard, mais les calculs ne sont pas très difficiles parce que ça fait probabilité de l'intersection. Pourquoi j'ai mis des E, moi? C'est des P qu'il faut que je mette. Voilà. C'est peut-être ça que la personne qui voulait intervenir voulait me dire. Donc, il faut que je calcule les probabilités de y égale à 0 sachant x égale à 1 et la probabilité de y égale à 1 sachant x égale à 1. Alors, c'est P de l'intersection sur P du sachant. P de l'intersection y égale à 0 et x égale à 1, il est là. D'accord? Sur P du sachant, donc, je dois diviser par 0,8. Combien font 0,2 sur 0,8? Ça fait 2 sur 8, ça fait un quart, ça fait 0,25. Donc, en fait, mon premier nombre, c'est 0,25. Je n'ai pas besoin de calculer le deuxième, c'est forcément 0,75. D'accord? Et du coup, ça, c'est y égale à 0, sachant x égale à 1. Là, on est sur le sachant x égale à 1. Voilà. Et là, c'est y égale à 1, sachant x égale à 1. Et si je fais l'espérance du sachant x égale à 1, ça fait 0 fois 0,25 plus 1 fois 0,75. Ça fait bien 0,75. La D est juste. BCDE pour cette question. Donc, le petit d était un petit peu plus embêtant. C'est une question sur laquelle vous ne serez pas forcément amené à répondre. Pourquoi je l'ai mise ici dans la formation? Parce qu'elle est tombée en concours il y a 2 ans. Et du coup, elle a dû faire un massacre parce que personne n'a préparé auparavant, personne n'a travaillé auparavant. Donc, du coup, moi, je prépare mes élèves à ce genre de probabilité conditionnelle. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est encore un truc en plus. Et c'était la dernière chose qui me restait à vous montrer. 4e question et dernière question de la journée, d'accord? 2 variables aléatoires, parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraies. Alors, si e de x égale à mu et sigma de x égale à sigma, alors la variable y égale à x moins mu sur sigma vérifie e de y égale à 1. Quelques commentaires. Cette variable-là, croyez-moi, on aura l'occasion de la revoir et vous l'avez certainement peut-être déjà vue en cours. C'est ce qu'on appelle une variable centrée réduite. Centrée parce qu'on a retranché la moyenne et réduite parce qu'on a divisé par son écart type. Donc, si je fais e de y, eh bien, c'est égal à x plus b, si vous préférez. D'accord? Avec petit a qui est égal à 1 sur sigma et petit b qui est égal à moins mu sur sigma. Or, par linéarité de l'espérance, nous savons que c'est égal à a fois e de x. D'accord? Donc, du coup, si je fais e de y ici, eh bien, ça veut donc dire qu'on va avoir e de y égale
Donc, c'est 1 sur sigma qui sort, hein, on l'a dit, hein, 1 sur sigma fois E de x. Or, E de x égale, il me manque le plus b ici. Voilà, comme ça, c'est juste. Tac, il manque le plus b. Donc, 1 sur sigma E de x, moins donc mu sur sigma. Bon, donc moins mu entre parenthèses. Or, l'espérance de x vaut mu, et mu moins mu, ça vaut 0. Donc, en fait, l'espérance d'une variable centrée réduite, c'est toujours égal à 0 et pas égal à 1. Donc, la réponse A est fausse. Donc, ça, c'est intéressant, on le reprendra la semaine prochaine. L'espérance d'une variable centrée réduite est égale à 0, tout simplement. Elle a été ramenée à 0, donc ça vaut 0. Donc, la A, elle est fausse. La covariance, regardez la formule qui vous est proposée. C'est une formule qu'il y a dans votre polycopier. Et on voit qu'on a une somme double. Alors, pourquoi une somme double? Ça, c'est peut-être la première fois de votre vie que vous en rencontrez. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, si vous regardez ce qu'on a fait tout à l'heure, quand j'ai fait 6 fois le calcul, par exemple, d'accord, eh bien, ça veut dire qu'il fallait faire tous les calculs par rapport à toutes les lignes et après tous les calculs par rapport à toutes les colonnes. Donc, il y a bien deux sommes qui sont faites. Or, si vous regardez la formule de votre cours et si vous vous souvenez de ce qu'on a fait juste il y a 5 minutes, il manque les fameux PI qui sont appelés RI dans votre cours, je ne sais pas pour quelle raison. Il manque les probabilités. Il n'y a pas que les lignes fois les colonnes qu'on fait, il y a aussi fois les cases à l'intérieur, les cases d'intersection. Donc cette formule était presque parfaite, elle ressemble à la formule du cours, mais ça n'est pas la formule du cours puisqu'il manquait la probabilité. Donc la B est fausse, formule de cours à connaître par cœur. Rho égale covariance sur le produit des variances, mais c'est faux ça, parce que c'est sur le produit des écarts-types. Donc formule de cours, fausse. Et bim, la C est fausse. Et vous voyez, là, on est sur du cours. On est sur des questions de cours, en fait. Si X et Y sont indépendantes, alors ρ égale à 0. Ben oui, on l'a vu tout à l'heure, et j'avais même précisé que la réciproque était fausse. Mais la D est vraie. Et enfin, pour clore le cours d'aujourd'hui, vous voyez, finalement, j'ai pris mon temps. J'ai été vraiment plus lent, mais je pense que c'était nécessaire. Eh bien, je vais faire un petit rappel bref. Qu'est-ce que ça veut dire si A alors B? Si A alors B, c'est ce qu'on appelle une proposition conditionnelle. Donc, s'il pleut, alors il y a des nuages, par exemple, d'accord? Eh bien, ça, c'est une proposition conditionnelle qui a une valeur de vérité. Elle est soit vraie, soit fausse, d'accord? En fait, la proposition réciproque qui dit si B, alors A, c'est une proposition conditionnelle qui n'a absolument rien à voir avec la première, à part le fait qu'elle ait des termes en commun, hein, des mots en commun. Ces deux propositions-là sont différentes. D'accord? La réciproque d'une proposition conditionnelle n'a rien à voir avec la proposition initiale. En revanche, la contraposée, alors qu'est-ce que c'est que la contraposée? C'est si la négation du deuxième, donc si non B, alors non A. Si B est faux, alors A est faux. Eh bien ça s'appelle la contraposition. Et peut-être vous en souvenez-vous, parce que vous l'avez tous rencontré à un moment ou à un autre dans votre culture G, et culture mathématique, eh bien la contraposée a exactement la même valeur de vérité que la proposition initiale. Voilà. Toujours, 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 toujours. Ça veut dire que ça et ça, c'est la même valeur de vérité. Ce sont les deux propositions qui ont la même valeur de vérité. Du coup, regardez la E, et la E, en fait, c'est la contraposition de la D. Si ρ n'est pas égal à 0, c'est donc bien la négation du deuxième membre de la D, alors X et Y ne sont pas indépendantes. C'est bien la négation du premier membre de la D. Donc la E et la D sont contraposées. Elles sont soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses. Et comme la D est vraie, la E est vraie. Voilà qui clôt donc notre travail ambitieux hein, aujourd'hui, hein, mais en lien avec la terminale. En lien avec la terminale, d'accord, même si c'est un petit point anecdotique de la terminale, on a révisé l'espérance, on a révisé la variance, on a abordé la notion de covariance, de loi de couple, division polynomiale, ça n'a pas fait de mal de refaire quelques petits calculs avec les bonhommes de plus haut degré. Séance pas mal, hein, assez chargée.
Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, c'est maintenant. Et puis la semaine prochaine, vous savez qu'on va à minima voir la loi normale, d'accord? Je ne sais pas encore si je vais sur d'autres lois que la loi normale, si je vais sur des lois studentes, soit de la loi du Q2, je n'ai pas encore décidé, ou est-ce que je vais sur les intervalles de confiance? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé. Je déciderai cet après-midi ou demain quand je ferai le cours de dimanche. Mais forcément, on va plus loin parce que je fais des choses différentes de ce que nous avons déjà abordé auparavant. Et comme on avait fait déjà 3 séances de 2 heures, plus là, c'est la troisième séance. Bon, là, ça fait 1h30 déjà. Hein. Celle de la semaine dernière durait 1 heure. Enfin, faites votre calcul. Hein, ça fait pas mal d'heures de maths. Vous comprenez que je vais de plus en plus loin, quoi. C'est complètement légitime et logique. Voilà. Y a-t-il des questions, jeunes gens? Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Eh bien, il va me rester à vous souhaiter un excellent dimanche. D'accord? Prenez bien du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. D'accord? À chaque fois, mon cours a un intérêt à la fois pour la terminale et à la fois pour le post-bac, pour la PACES, c'est évident. Vous prenez beaucoup d'avance par rapport à pas mal de personnes, mais attention de ne pas vous dire que c'est absolument fondamental, que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, non. Aujourd'hui, vous n'êtes que dans la découverte. Aujourd'hui, vous êtes dans la sensibilisation. On n'est pas encore dans le travail de fond. Le travail de fond, il devra commencer fin août. Il devra commencer avant la rentrée. Je préfère vous le dire. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. N'attendez pas les cours de fac à la rentrée. Le travail de fond, vous devez le commencer 15 jours avant la rentrée scolaire. C'est là que vous serez bon pour avoir les bonnes méthodes pour pouvoir suivre les cours à la fac. Donc là, on n'est pas du tout sur un travail de fond en approfondissement, on est sur un travail de découverte. On regarde un petit peu les notions, on appréhende l'état d'esprit de la PACES en UE4, on comprend pourquoi c'est incroyablement difficile et en même temps, on se renforce. Comme ça, on sera prêt, quand on donnera le coup d'accélérateur au bon moment, on sera prêt à donner le meilleur de soi-même et à faire l'écart avec la concurrence. Voilà, passez un très très bon dimanche et on se retrouve, je crois, la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Merci. Au salut. revoir. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous restez? Juste